Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai relancé mon compte TikTok, où là il y a vraiment des vidéos intéressantes dessus. Mon compte TikTok, donc le lien est en description, j'ai commencé avant-hier à refaire des vidéos. C'est des vidéos centrées sur l'histoire, donc c'est des tops, par exemple 5 idées reçues sur l'histoire de France, 5 idées reçues sur l'histoire en général, 5 idées reçues sur les armures, voilà, c'est ce genre de vidéos, ça fait des vidéos de moins d'une minute, donc vraiment format TikTok pur. Et je me suis dit, maintenant que je me réintéresse à l'histoire, pourquoi ne pas parler d'une de mes scènes, enfin d'une des scènes de combat médiévales les plus intéressantes que j'ai pu voir dans un film. Donc déjà pour TikTok, allez vous abonner. Sinon, je voulais vraiment vous parler de cette scène, puisque cette scène fait partie des scènes quand t'es un historien, ou alors quand t'es fasciné d'histoire, il faut regarder cette scène, c'est peut-être la scène la plus connue du film. Donc le film c'est The King, donc le roi, qui est sorti en 2019 avec Timothée Chalamet, le gars de Dune, exactement, qui était parfait pour ce rôle, puisque, voilà, pour vous refaire un petit peu de contexte. Donc le film, ça se passe pendant la guerre de 100 ans. Alors, je suis pas médiéviste, vraiment, je suis pas médiéviste, moi ma période de prédilection c'est plutôt histoire contemporaine, mais j'ai quand même assez de culture pour vous donner certains éléments pour juger un petit peu cette scène et vous expliquer en quoi elle est la plus réaliste possible. C'est pas ma scène de combat préférée. Ma scène de combat préférée, c'est Achille contre Hector dans le film 3, même si c'est complètement irréaliste. Mais je trouve que c'est ma scène de combat préférée. La scène qu'on va voir, c'est pas ma scène préférée, mais c'est la scène la plus réaliste. Donc en fait, c'est très immersif. Si tu veux savoir ce que c'est que de voir deux chevaliers s'affronter à l'époque, au Moyen-Âge, pendant la guerre de 100 ans, c'est le film parfait. Donc on a d'un côté, de ce côté-là, on a les Anglais. De l'autre côté, on a aussi des Anglais, du coup. Je vais commenter au fur et à mesure. Donc, cette scène, pourquoi je vous la montre? Parce que il y a plein de choses. Donc, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je faisais 5 idées reçues sur les armures. Et en fait, tout ce que je dis est parfaitement démontré dans cette scène. Donc, ça fait un peu complément. On va commencer à regarder. Alors... Lui, c'est Henry Hotspur. Hotspur en anglais, Hotspur, ça veut dire éperon chaud. Quelqu'un qu'on appelle éperon chaud en anglais, ça veut dire quelqu'un qui est impulsif, qui est féroce. Voilà. Il était connu pour sa férocité au combat. Le film n'est pas basé sur le centre du film, c'est la bataille d'Azincourt. Mais entre les Anglais et les Français, c'est des défaites cuisantes pour les Français alors qu'ils étaient en majorité numérique. Mais par contre, ça se base sur le livre Henri V, enfin la pièce Henri V de William Shakespeare. Donc c'est pas mal de mythologie. Ce combat n'a jamais eu lieu dans l'histoire. J'arrête de parler, je vous laisse regarder. Donc voilà, lui c'est Hotspur. Parce que je vais devoir nommer à certains intervalles dans la vidéo. Lui c'est Hotspur. Il est en rébellion contre le roi d'Angleterre. Lui, donc l'acteur, c'est Timothée Chalamet. C'est le futur roi Henri V. Donc c'est un peu le dauphin entre guillemets. C'est le futur roi Henri V. Son père, c'est le roi Henri IV d'Angleterre. Il a vraiment pas envie d'être là. C'est vraiment, dans la vraie vie, il se comporterait pas du tout comme ça. Il essaierait de montrer un petit peu plus de volonté, parce que là, j'ai vraiment pas envie de faire ce duel. Donc, dans le film, encore une fois, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans le film, en fait, ils vont se battre en duel, puisque, en gros, ils étaient censés se battre. Mais à la place, pour sauver ces hommes, il va se dévouer. Donc, on a le futur roi Henri V qui va se dévouer pour se battre en duel contre Hotspur, qui est le fils du comte de Northumberland. On va plus jamais redire ça dans la vidéo, mais c'était un comté qui était en rébellion contre le roi d'Angleterre, puisqu'il n'était pas d'accord sur pas mal de choses, notamment la gestion des événements à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte. J'arrête de parler, promis, on regarde le duel. Donc déjà, première chose, ce sont des armures de plate. Donc en anglais, ils disent Full Plate Armor. C'est un meilleur nom qu'en français parce que Full Plate Armor, ça veut vraiment dire armure intégrale. C'est une armure qui recouvre tout le corps. Et le bruit que ça fait, pour le coup, historiquement, c'est très correct. Ça faisait un bruit de taré, ces trucs-là.
Mais par contre, c'était pratique en fait. Tu pouvais parfaitement sauter, tu pouvais courir avec une armure, tu pouvais monter à cheval. Cette idée selon laquelle en fait, pour rentrer dans une armure, fallait qu'on te soulève, comme ça, et qu'on te foute sur l'armure, et qu'en fait t'étais comme ça, tu pouvais pas bouger. C'est n'importe quoi. Les armures étaient faites pour la mobilité, pour la plus grande mobilité possible. Ce que vous voyez sur les pièces de l'armure là, ce que vous voyez, alors historiquement, oui, c'est très juste. Par contre, c'est pas fait pour être joli. C'est fait pour protéger, pour dévier des coups. C'est pour ça qu'on a des armures, par exemple, les casques sont incurvés, ils sont pas plats, les casques sont incurvés. Comme ça, si jamais quelqu'un te tape avec une arme, bah ça dévie l'arme, et c'est pas ta tête, c'est pas le casque qui se prend tout le choc. Your father is plague to England. Il lui dit que son père, c'est une maladie, une épidémie pour l'Angleterre. Donc Henri IV. Alors, je vais pas faire image par image. Par contre, ça, c'est complètement stupide. En gros, il prend il prend le fourreau, il le balance. Tu fais pas ça. Un fourreau, ça valait quand même de l'argent. Ça valait pas très cher comparé à l'épée en soi, mais ça valait quand même de l'argent. Surtout que là, c'est un fils de comte, donc ça doit quand même valoir quelque chose. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il l'aurait passé à un de ses hommes, un de ses écuyers, typiquement. Le page, écuyer, je sais pas quel mot ils utilisent, les Anglais utilisaient à l'époque, en tout cas celui qui assiste le chevalier. Ou alors même son apprenti. En tout cas, il l'aurait passé à quelqu'un, il l'aurait pas balancé comme ça. Deuxième chose, l'armure est colorée. L'armure, là, elle est colorée. C'est très important. Vous avez, dans les films, en général, on vous présente les chevaliers comme ça, tous pareils, en gris. Les armures étaient très colorées. Les gens adoraient les couleurs. Non seulement c'était un signe de statut, plus tu avais de couleurs sur ton armure, plus ça voulait dire que tu pouvais te permettre des couleurs, et sachant que des fois ça venait de très très loin, ça requiert un certain savoir-faire, bah, c'était un signe de statut en fait. Donc, les guerriers, à part peut-être Rome, où des fois c'était un peu Rome, à certains moments, pas tous les moments de l'Empire romain, il y a eu des fois où c'était plutôt standardisé au niveau des couleurs. Par contre, les chevaliers, les hoplites dans la Grèce antique, chacun peignait son armure et son bouclier comme il voulait, et c'est un signe de statut. Come for me, big dog. Il lui a dit, viens à moi, gros chien. Il a trop la flemme de le faire et il sait qu'il va le démonter en fait. Regardez le casque ici. Bon, le casque de ce côté, voilà. C'est comme une espèce de pointe en fait. Le casque il est fait comme ça, c'est pas pour faire joli, même si je trouve que c'est plutôt impressionnant, mais c'est pas fait pour faire joli. C'est fait pour que si jamais il y a une flèche qui lui arrive vers le cigare, ou alors qu'il y a un coup d'épée, un coup de masse, même s'il porte un casque, le coup d'épée ça pouvait quand même te sonner. Ça faisait dévier les coups. Alors imagine le casque était plat. Bah, en fait, un coup comme ça, le casque il se prend tout et tu prends tout dans la tête et le casque peut-être qu'il se déforme. J'ai fait baisser ma chaise en faisant. Voilà. Donc dans les armures, faut retenir ce truc, c'est que les armures c'était fait. Bien sûr, ils mettaient de la couleur, ils mettaient de la peinture. Les Grecs ils mettaient des crinières, pas autant qu'on le pense, mais ils mettaient quand même des crinières avec des jolies couleurs. Par contre, les armures, à cette époque-là, surtout la guerre de 100 ans, où les chevaliers commençaient, où se démocratisait l'armure complète, c'était surtout pour te protéger. Et ça marchait très bien. Les armures marchaient très bien. Les armures marchent en général. Les armures marchent jusqu'à... Pour preuve, on n'a jamais cessé d'utiliser des armures jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez ici... Bah, ses fesses, en fait, plutôt de... Bah, ma main, alors je vais montrer avec la souris, ici. Bah, ses fesses ne sont pas couvertes. C'était plutôt le cas, à l'époque. En fait, les parties qu'on jugeait qui n'étaient pas vitales et qui n'étaient pas susceptibles d'être frappées, en général, on ne les couvrait pas. Typiquement, les Grecs ne se couvraient pas le haut des jambes, alors qu'ils portaient des mini-jupes, les Grecs, hein, quand ils se battaient, mais ils ne couvraient pas le haut des jambes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un très gros bouclier en bois, un très gros bouclier qui protégeait la partie supérieure du corps plus les cuisses. Donc les cuisses n'étaient pas couvertes. Il y a quoi encore que je voulais vous montrer ? Oui. Pourquoi est-ce que les fesses ne sont pas une zone qui peut être exposée ? Pourquoi ? Parce que
Les mêlées, ça n'existait pas. Enfin, si, mais pas comme on l'entend. En fait, il n'y avait pas de... C'était extrêmement rare que tu te retrouves dans une bataille avec des ennemis derrière toi, des ennemis à ta droite, à ta gauche, genre des micro-duels, comme tu vois dans les films, en fait. Tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, en fait. La dernière bataille dans le Retour du Roi, la bataille devant les portes du Mordor, c'est vraiment... c'est que des mini-duels, en fait. Chacun a trouvé son adversaire, il se bat avec. Non, dans la réalité, c'était pas du tout comme ça. Les batailles étaient rangées. Allez regarder les représentations de la bataille dans un cours, vous verrez. Les batailles sont rangées. C'est-à-dire que derrière toi, il n'y a que tes alliés. Si la formation est ruinée, si en gros ils rompent la formation, en général c'était la retraite. Parce qu'ils n'étaient pas débiles. S'ils voyaient qu'une situation ne tournait pas à leur avantage, que tu avais des ennemis là, des ennemis là, des ennemis là, un allié là, ici, non, en général ça voulait dire que ça partait en cacahuète et qu'il était temps d'opérer une retraite stratégique. Alors, je vais peut-être vous remettre le truc, le passage. Là. Hotspur qui est là, il est en train de viser. Là, je peux peut-être pas vous montrer avec ma main, mais avec son mouvement d'épée comme ça, il est en train de viser le casque, la fente du casque. Il est en train de la viser avec son épée comme ça. Parce que les gars, là, ce sont des machines de guerre. Ils sont invincibles. C'est impossible de leur... Enfin, si tu les tapes avec une épée, il va rien se passer. C'est pour ça qu'à l'époque, de plus en plus, notamment surtout à la bataille d'Azincourt, il y avait de plus en plus de soldats qui se battaient avec une armure entière. C'est pas la bataille d'Azincourt, là. Les gars, ils sont clairement pas suffisamment bien équipés. Ils sont pas suffisamment bien équipés pour faire face à l'armée française. C'est pas la bataille d'Azincourt. C'est une bataille qui n'a pas existé, en fait. C'est du mythos de Shakespeare. Comme je vous le disais, c'est basé sur le Henri V de Shakespeare. C'est pas basé sur l'histoire, sur les vrais événements historiques. Donc, ils se mettaient de plus en plus à utiliser des massues, des marteaux, des masses d'armes. Assez rarement des épées. Les lames, c'était... Je vous spoil pas la fin, vous allez voir la fin du combat. Mais là, en fait, ils visent l'interstice. Et c'était très difficile, mais quelqu'un d'entraîné pouvait, avec suffisamment de... S'il a suffisamment de précision, il pouvait prendre son épée comme ça, voire même le tenir une partie de la lame, et faire comme ça, et atteindre l'œil, et atteindre le visage en rentrant par l'interstice du casque. Manque de bol, il a raté, malheureusement. Alors, deux choses. Ça tournait très souvent comme ça. À cette époque, avec une armure de plate, où en gros tu sais que t'es quasiment immunisé face à une épée, à moins d'avoir un coup bien placé, ça tournait très souvent en pugilat. En vas-y, de coups de poing. Là, il est en train de lui taper le dos. Je pense que c'est réaliste dans le sens où peut-être qu'il se rend pas compte des blessures, mais des coups comme ça, sachant que le coude, il y avait une pièce d'armure, là, je suis pas médiéviste, hein, je sais pas comment ça s'appelle, mais un coup comme ça, du coude sur le dos, il aura des courbatures après, au moins. Au mieux, il aura des courbatures, au pire, il aura peut-être besoin d'un médecin. Les gens comme moi qui ont grandi avec, typiquement les films comme Excalibur, qui est un de mes films préférés, je crois que c'est 1981. Les gens qui ont grandi avec l'image des chevaliers avec des épées se battant fièrement, ça fait redescendre. Ça fait redescendre, mais c'est très réaliste en fait. Ça se passait très souvent comme ça. Pourquoi ? Parce que t'es full protégé, t'es une machine de guerre. En fait, un coup de poing, sachant que le coup de poing, t'as tout le gantelet, t'as toute la protection là sur le bras, l'avant-bras, l'épaule. En fait, c'est comme une arme. C'est quasiment une arme. C'est un gantelet avec lequel, c'est un gant d'acier avec lequel tu peux taper. Donc, ouais, tu pouvais parfaitement assommer quelqu'un avec des coups de poing. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, les coups de poing, c'est super dangereux. Un coup de poing, ça peut t'assommer pendant 3 minutes, enfin, pendant quelques secondes. Dans ce cas-là, t'as perdu le combat. Le gars, il te fout une balayette, il te fout par terre. Ou alors, ça peut quasiment te tuer, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ou alors, ça te transforme en... Ça te touche le cerveau, les machins là qui est sur la nuque, et tu deviens paralysé. Au mieux, tu saignes un peu, t'es un peu sonné. Mais si on te fout un coup de poing et que t'es sonné, tu tombes par terre, là, soit t'es à l'hôpital très rapidement dans les heures qui viennent, soit tu meurs. En fait. Donc oui, les coups de poing étaient parfaitement envisageables.
dans un scénario comme ça. Là aussi, il a visé, alors j'arrive pas trop bien à voir s'il a visé l'interstice de son casque ou alors la côte de maille ici. Parce que ici, bah, le gars il est obligé de bouger son cou. Cette partie généralement, du coup, n'est protégée que par une côte de maille. Un coup bien placé, un coup, ce qu'on appelle un coup d'estoc, c'est-à-dire un coup avec la pointe de l'épée comme ça peut potentiellement transpercer. Au mieux, ça va lui faire une blessure légère, au pire, ça va quasiment le tuer. Donc, il vise les interstices. Je sais pas qui a chorégraphié ce duel, mais il a dû avoir genre une équipe de 40 historiens pour faire en sorte que ça soit aussi réaliste. Et là, vous voyez, ils sont... ça se voit qu'ils sont essoufflés. On va plus le voir après, mais ça se voit qu'ils sont essoufflés, alors qu'on n'est même pas à 2 minutes de combat. Bah ouais, il y a que les gars qui ont jamais été dans des combats de leur vie qui pensent qu'ils peuvent se battre comme ça pendant de longues minutes, alors qu'en général, 3 coups, t'es déjà essoufflé. Hein. Ils essaient de se mettre par terre les uns les autres. Je vous spoil pas la fin du combat, mais quand tu fous ton ennemi par terre et que tu arrives à être par-dessus, le combat est terminé. Tu as gagné. Et si c'est toi qui es au-dessus, pris. Donc se mettre, en fait, dans un combat comme ça, mettre son adversaire par terre pour pouvoir lui asséner un coup fatal, c'était beaucoup plus important que lui asséner des coups. Parce que là, les gars, ils ont des épées. Enfin, une épée, qu'est-ce que ça va faire face à une armure comme ça? La désillusion. On perdait très souvent son épée. Ça arrivait beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Un coup bien placé, si t'es pas suffisamment bien équipé, bah ton bras se prend tout le choc et des fois tu lâches ton épée comme ça. Ce que je vous disais, ils sont complètement essoufflés là. Ils sont... Parce que, alors, l'armure, on va essayer de nuancer ça un petit peu. Donc là, ils sont tous les deux en armure de plate, complète. C'est une armure qui te laisse faire beaucoup de mouvements. Tu peux faire quasiment les mêmes mouvements que si t'as pas d'armure avec une armure en fait. C'est fait pour ça, c'est fait pour se battre. Donc nécessairement, ça doit demander le plus de flexibilité possible. Par contre, c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd. 20-25 kilos, je crois. Corrigez-moi si je dis des conneries, encore une fois, je suis pas médiéviste. Vérifiez ce que je dis, mais je crois que ça peut atteindre les 25 kilos une armure comme ça. Ça protège très bien, mais c'est lourd. Et en fait, même si c'est réparti sur tout ton corps, donc tu le sens pas dans l'immédiat, bah pour un même mouvement, tu vas dépenser genre 10% d'énergie en plus. Ce qui fait que tu vas être essoufflé un peu plus rapidement. Pardon. Il utilise son épée à 2 mains pour essayer de viser une interstice. Encore une fois, c'est extrêmement réaliste, c'est comme ça que ça se passait. Il a sorti une dague, je sais que ça se voit pas, mais il a balancé son épée, il a sorti une dague, vous allez voir. Pas très judicieux d'esquiver. Dans une situation comme ça, essayez d'esquiver les coups, surtout avec une armure. Encore une fois, l'armure te permet plein de mobilité. Par contre, esquiver les coups, ça peut être quelques secondes. Au bout d'un moment, ton adversaire, il va comprendre ce que tu es en train de faire, il va t'asséner un coup fatal. C'est l'inverse de ce qu'on voit dans mon combat préféré, le combat entre Achille et Hector. C'est l'inverse. J'aurais peut-être réagir à ça aussi. Mais là, voilà, il y en a un qui est par terre. Voilà. J'ai arrêté l'image au bon moment. Il est en train de lui faire un croche-pied. Le combat est fini. Dans ce genre de situation, le combat est terminé. Celui qui est par terre, il peut pas se relever parce que c'est dans ce genre de moment où l'armure, qui est lourde, joue beaucoup. Parce que toi, ton armure, elle est répartie sur tout ton corps. Mais si t'as ton adversaire et que toi, t'es sur lui, bah tout ton poids et tout le poids de ton armure se retrouve en un seul point. Ce qui fait que ton adversaire se retrouve bloqué. En plus, il est légèrement handicapé par son armure. Donc, tu rajoutes à ça, le combat est terminé. C'est foutu. Voilà. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu, mais il lui a planté un coup de dague. Ici, dans le cou.
En général, ce qui se passait, c'est que les chevaliers avaient toujours une dague en plus à cette époque-là. Ils avaient toujours une... je pense pas que ça s'appelle une dague, je pense que c'est un autre nom. Je suis sûr que c'est un autre nom. Une lame qui est pas faite pour... Alors, c'est une lame qui est aiguisée, voilà, elle est bien entretenue. Par contre, c'est pas une lame qui est faite pour se battre. C'est une lame qui est plutôt courte, comparée à une grosse épée, comme l'épée à deux mains qu'ils ont, ça s'appelle un espadon, je crois. Pas sûr. Donc c'est une lame qui est plutôt courte, mais qui est parfaite pour transpercer les côtes de mailles. Ils étaient pas débiles. À l'époque, ils étaient pas débiles, ils avaient une technologie, ils arrivaient à l'adapter aux situations. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Donc, une fin de combat, généralement, c'était comme ça. Un duel, en tout cas, un duel singulier, donc 1 contre 1, ça, c'était très rare. C'était super rare. 1 vs 1 à mort, c'était très rare. C'était surtout des batailles rangées qu'ils faisaient à l'époque. Surtout quand t'as genre une troupe de 50 gars en armure comme ça, c'est instoppable. C'est des machines de guerre, les gars. Donc, il se met par-dessus, généralement, tu le coinces avec ton adversaire par terre entre tes deux cuisses. Tu sors ta dague qui, généralement, est cachée. Ça aussi, c'était un peu difficile. La dague était tout le temps cachée. Tu sors la dague, tu lui assènes le coup fatal. Généralement, là, il a visé le coup. Je crois que peut-être qu'il l'a fait dans la précipitation. Parce qu'il veut juste en finir avec ce combat. Il a visé le coup, mais généralement, ça arrivait. Tu visais l'interstice du casque. Pour l'atteindre directement dans l'œil, atteindre le cerveau. À ce moment-là, les lumières s'éteignent. Des illusions. Voilà. Terminé. Voilà. Donc c'était The King, le roi. Film de 2019 avec Timothée Chalamet. Franchement, c'est un bon film. Je dirais pas que c'est un très bon film ou que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, ça se regarde. Je l'aurais apprécié plus si c'était sur une autre bataille, parce que la bataille d'Azincourt, franchement, ils ont pas mal humilié la France. Enfin, j'ai pas lu Henri V de Shakespeare, le livre dont le film est adapté. Je l'ai pas lu. Par contre, dans le film, les Français sont représentés comme des connards. Vraiment comme des connards. C'est qui est très marrant d'ailleurs. Timothée Chalamet, qui est français, se bat contre le dauphin. Encore une fois, c'est pas arrivé. À la bataille d'Azincourt, le dauphin, donc le fils du roi de France, n'était pas à la bataille. Dans le film, je spoil pas, mais il est pas, historiquement, il n'était pas dans la bataille, mais là, ils l'ont rajouté. Et en fait, il se comporte vraiment comme la pire des merdes. Et c'est Robert Pattinson qui le joue. Donc c'est quand même génial d'avoir le fils du roi d'Angleterre qui est joué par un acteur français et le fils du roi de France qui est joué par un acteur anglais. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Sûrement pas, vu que les acteurs étaient très bien choisis. Ça se voit qu'ils étaient choisis pour leurs compétences d'acteurs. Mais c'est quand même super marrant, je trouve. Voilà. J'aime bien ce genre de petite entorse informelle à la réalité. Voilà. Donc, c'était la première réaction. Donc, encore une fois, je suis pas médiéviste. Vérifiez ce que je dis, même si, bon, ce que je dis en général, c'est... Je sors pas ce que je dis de nulle part. C'est une scène qui est très cool, qui est très forte, qui est très puissante. Donc, désolé si j'ai dû la couper comme ça, si j'ai dû à chaque fois interrompre. C'était vraiment pour vous expliquer, vous faire un mini cours d'histoire sur les duels et les armures au Moyen-Âge. Donc, encore une fois, ceux qui sont intéressés, allez voir mon compte TikTok, puisque c'est là où je publie le plus de vidéos sur l'histoire. À un moment, je faisais pas mal de vidéos sur l'histoire sur cette chaîne. J'avais ce que je faisais en même temps que je faisais des vidéos sur Sciences Po. Mais j'ai rapidement commencé à faire des vidéos sur la politique, je préfère, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, l'histoire me manquait beaucoup, donc là, je m'y suis remis sur TikTok. Donc si vous aimez bien ce genre de format où je démystifie un petit peu, où je prends les idées reçues et j'essaie de les anéantir gentiment, allez me suivre sur TikTok. Cette vidéo qui a super bien marché, 44 000 vues, je comprends pas franchement. Et justement la vidéo sur les armures, donc je me dis bon, visiblement c'est un sujet qui intéresse. Visiblement les gens ils aiment bien ce genre de vidéo, donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour la scène de King, le film de 2019. Franchement, allez voir le film, vous allez voir. Mais par contre, ne vous dites pas que ce film est historiquement correct, parce que c'est pas du tout le cas. L'histoire avec la boue, oui, peut-être, mais à ce point, enfin, comment c'est représenté dans le film, c'est clairement exagéré. Il y a rien de romancé dans le film. Il n'y a pas de romantisme dans le film. Vraiment, c'est très cru. Les batailles, les combats, les armes, les armures, c'est extrêmement réaliste.
très réaliste. Et je pense que c'est pour ça que ce film a marché, parce que ça, y a un choc. Enfin, vraiment, tu prends ce film et tu prends le film Excalibur de 1981, si je me trompe pas, qui est un de mes films préférés. Franchement, allez le voir. C'est deux univers différents, alors que les deux, ça parle de trucs de délire médiéval. Voilà. Donc, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. D'ici là, bah, on se dit potentiellement à demain sur YouTube ou sur TikTok pour la prochaine vidéo. Salut!